Bonjour et bienvenue. Je vais tenter de compléter le cours de RDM que j'avais attaqué la dernière fois, du mieux possible, c'est-à-dire en oubliant le moins de choses possible. La dernière fois, on avait vu comment est-ce que se réalisait ce test, donc de rupture d'un échantillon par test de traction. Et puis on avait vu qu'on obtenait cette courbe pour la plupart des matériaux. Donc une courbe qui montre l'effort, la machine enregistre l'effort et l'allongement. Et puis on vient corriger cet enregistrement par la section, de manière à obtenir une contrainte ici, pour rendre cette partie verticale de la courbe indépendante des formes de l'échantillon. C'est-à-dire qu'on est une fois cet échantillon, ou deux fois, ou trois fois, ou quatre fois cet échantillon, on obtiendra quand même les mêmes valeurs ici. Donc c'est ça l'intérêt de corriger l'effort par la section de l'échantillon. Et de la même manière, en horizontal, en abscisse, on vient corriger l'allongement qu'on a mesuré par la longueur initiale, de manière à obtenir quelque chose qui est indépendant de la longueur initiale de l'échantillon. Voilà. Alors, j'avais parlé un petit peu de la première partie de la courbe qu'on appelle le domaine élastique. Ce domaine élastique, j'ai regardé dans les exercices que je vous ai donnés, il y en a pas mal en fait qui se rapportent à ça, notamment sur la traction. Les deux exercices en fait vous demandent d'avoir bien compris ce qui se passe ici. Donc vous pouvez observer que cette partie de courbe est une droite à l'origine, on appelle ça comme ça. Et si vous avez une droite à l'origine f de x en maths en fonction de x, cette droite à l'origine, elle a pour équation f de x est égal à a fois x. Alors moi j'appelle ça a, peut-être vous c'est une autre lettre. Ça peut s'appeler coefficient directeur, ou bien ça peut s'appeler aussi coefficient de proportionnalité. En fait, c'est juste, ça peut être une lettre, c'est une constante. Donc, ça peut être 2, 3, 4, voilà. Ça vous dit la pente de la droite, et ça vous dit que plus vous éloignez dans cette direction-là, plus vous vous éloignez dans cette direction-là, et ça vous dit de combien du rythme auquel sont reliées les deux valeurs. C'est ce que vous avez ici. Donc, sauf que là, c'est pas f de x et x, mais c'est sigma, la contrainte, et epsilon, la déformation. Et donc, on va avoir à nouveau une relation entre les deux qui peut s'écrire de la manière suivante. Sigma est égal à ce coefficient directeur multiplié par epsilon, f de x et x. Et alors, cette lettre-là, qui est une constante, elle s'appelle, dans le cas de la RDM, le module Young E. Voilà, donc on y reviendra un peu plus tard, quand je présenterai l'exercice. Voilà. Donc voilà, on a ce comportement là sur cette valeur, sur cette plage de contrainte qui va jusqu'à la résistance élastique, et on peut faire autant d'allers-retours qu'on veut sur cette charger la pièce, décharger la pièce, etc. Ça va tout le temps revenir à l'origine, c'est-à-dire la pièce deviendra inchangée, demeurera inchangée. À l'inverse, si on dépasse cette résistance élastique, on passe dans le domaine plastique. Et là, quand on redescend, quand on supprime l'effort qui impose la déformation, ça revient vers l'origine, mais vous voyez, ça revient de manière parallèle à la droite de montée, là, la droite caractéristique d'élasticité. Et donc, il nous reste ici une déformation, même quand il n'y a plus de contrainte, c'est-à-dire contrainte égale 0, ici, j'ai une déformation qui n'est pas nulle. Donc on a déformé la pièce. Même si je la repose sur l'établi, la pièce, elle est changée par rapport au début de l'expérience. Donc, ce comportement-là qui modifie les dimensions, les formes des pièces, c'est pas souhaitable dans l'industrie. Généralement, on n'en veut pas. Et donc, le but du jeu, généralement, ça va être de tout faire pour rester
dans cette plage-là d'utilisation des pièces. Voilà. Et puis donc bien sûr, une autre caractéristique des matériaux, c'est la limite à la rupture qu'on a ici. Quand on tire trop, ça casse. Voilà. Voilà, je crois que j'en ai tout dit, j'ai tout dit sur cette courbe. Peut-être un petit mot sur les unités. Donc l'effort est en newton et la section est en millimètres carrés, ce qui nous donne des millions de pascal. Si j'avais des newtons et des mètres carrés, j'aurais des pascal. Et là, comme c'est des millimètres carrés, ça nous donne des millions de pascal, des mégapascal. Voilà, vous pourrez essayer de comprendre d'où vient le million. Ça peut être un bon exercice. Et puis ici, alors c'est un peu particulier, l'allongement il se mesure en millimètres ou en mètres, c'est comme vous voulez. La longueur initiale, il faut que ce soit de la même unité que l'allongement, millimètres ou mètres, ou centimètres, comme vous voulez. Et quand on divise l'un par l'autre, on obtient une grandeur qui est adimensionnelle, qui a plus d'unités. Voilà, c'est une sorte de pourcentage, si vous voulez. Voilà. Alors je vais passer maintenant à la deuxième feuille du cours, qui est un peu complexe comme ça à première vue, mais on va beaucoup la simplifier pour ce qu'on va en faire. Alors je peux pas l'afficher complètement. Moi je vais afficher la première partie, puis quand j'aurai besoin je la pousserai un peu. Donc vous avez, c'est un tableau avec différentes lignes qui représentent les différentes sollicitations qu'on peut retrouver en RDM sur les pièces, et puis vous avez différentes colonnes qui montrent certaines propriétés pertinentes pour la RDM. Alors, quand donc le test qu'on avait fait avant, on tire d'un côté ou de l'autre sur un échantillon, ça s'appelle de la traction. On tend à faire s'allonger la pièce, c'est de la traction. Si au contraire on pousse pour que la pièce veuille se raccourcir, ça s'appelle de la compression. Du cisaillement, c'est quand vous utilisez des ciseaux, ça marche. Mais ça peut être plus basiquement si vous cherchez à couper votre pièce comme ça. Vous appuyez à gauche dans une direction et à droite dans une autre direction, inverse. Ça, si vous appuyez fort, ça va couper votre pièce. La torsion, c'est quand on cherche à... Voilà, c'est ce qui se passe quand vous avez un arbre moteur. Vous avez un couple d'un côté, un couple moteur, et puis de l'autre côté de l'arbre, vous avez un couple résistant. Et ça fait vriller l'objet autour de son axe, ça s'appelle de la torsion. De la flexion, c'est quand vous jouez avec votre réglé en acier. Voilà, vous faites de la flexion sur le réglé. Et puis le matage, on en parlera, je pense, pas vraiment cette année. Je pense pas qu'on ait le temps de le faire. C'est le phénomène qui fait que votre gomme s'effrite quand vous gommez votre feuille de papier. Voilà, alors, pour chacune de ces sollicitations, vous avez une formule qui correspond au calcul de contrainte. Donc vous avez une formule qui permet de calculer la contrainte. Alors, nous, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous avez vu, mais les formules deviennent un peu plus compliquées pour la torsion et pour la flexion que pour le cisaillement et la traction-compression. Nous, on va se cantonner vraiment à la traction, la compression et le cisaillement. On va pas aller voir ce qui se passe, je vais pas vous parler de torsion ni de flexion. La flexion, c'est trop compliqué parce que ça fait appel ici aux dérivées secondes. Donc ça veut dire que pour savoir la déformer, il va falloir intégrer 2 fois le moment de flexion et alors ça généralement ça se modifie pas. Faut intégrer 2 fois le moment de flexion. C'est mathématiquement c'est un peu compliqué. La torsion pourrait le faire, mais voilà, je vais vraiment me cantonner à la traction et au cisaillement. Et si on y arrive à bien maîtriser ça, ça sera bien. On voit que c'est la même formule pour la traction et le cisaillement. Simplement, l'effort n'a pas la même lettre. Alors, je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. Quand on a de la traction, si j'ai une poutre avec de la traction, ce qui se passe à l'intérieur du matériau, c'est que j'isole, enfin je zoome sur 2 petites sections de matériau. Ces 2 petites sections, sous l'effet des efforts de traction, là,
elles ont envie de s'écarter. Elles sont, les forces qui agissent dessus sont perpendiculaires à la section qui résiste aux conséquences de ces efforts. Vous voyez, les sections, elles sont, c'est des disques, et les efforts tendent à les faire s'écarter l'une de l'autre. Donc, c'est-à-dire, les efforts sont perpendiculaires aux sections. Voilà ce qu'on a pour un cas de traction. Alors ça nous dit n comme normal. Normal, je ne sais pas si vous l'aviez su, enfin si vous le savez, mais ça veut dire perpendiculaire. Et puis à l'inverse, si j'ai du cisaillement, et bien ce qui se passe, ça va être la chose suivante. D'un côté, vous appuyez comme ça, de l'autre, vous appuyez comme ça. Donc si je zoome vraiment localement, ici, vous avez cette section-là, la section de gauche qui a envie de partir en bas, la section de droite qui a envie de partir en haut. Et du coup, on s'aperçoit que les deux sections ont envie de glisser l'une sur l'autre. Donc c'est pas du tout le même phénomène que vous avez ici. Et c'est pour ça qu'on ne met pas les mêmes lettres pour ces deux contraintes. Ici, on appelle ça T comme tangentielle. C'est une force qui est tangentielle à la section qui va retenir cet effort-là. Voilà. Voilà, j'espère que ce sera visible. Je viens de m'apercevoir que j'avais mal centré la feuille blanche. Bon, mais s'il faut, je recommencerai. Bien. De la même manière, vous avez... Donc ça c'était pour la première colonne. Pour la deuxième colonne, vous avez une formule donc de déformation. Ça correspond vraiment à ce que vous avez ici. Ok. Vous avez un angle de glissement pour le cisaillement. Bon, généralement on n'en tient pas compte, on ne va pas dans ce détail-là. Ici vous avez la relation donc, que je vous ai montré là, c'est le coefficient directeur de la droite du domaine élastique. Vous avez la même chose pour le cisaillement, c'est-à-dire avant que ça casse, on crée un angle. Cet angle, il est donné ici, et il y a un coefficient directeur entre la contrainte et cet angle qui vaut G, et généralement, ce module G vaut le tiers du module Young. Voilà. Voilà. Et alors, ce qui est important pour la plupart de nos études, ça va être la dernière colonne, c'est la condition de résistance, qui nous dit que la contrainte, dans tous les cas, doit être inférieure à RPE. Et RPE, c'est la limite d'élasticité divisée par un coefficient de sécurité. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Sur la courbe, vous avez un matériau. Imaginons que vous ayez un matériau qui est une résistance élastique de 100 mégapascales. Si vous avez une contrainte de 99 mégapascales, vous trouvez ici, et vous vous rendez compte que c'est pas très prudent. Genre, votre objet, votre pièce prend un petit éclat, récupère il y a un petit caillou qui vole contre l'objet, ça enlève un peu de matière, cette matière diminue la section qui résiste à l'effort, ça fait augmenter, si ça diminue la section, ça fait augmenter la contrainte, et du coup, la contrainte qui était à 99 passe au-dessus, et ça fout en l'air votre machine. Voilà. Vous passez au-dessus de la limite élastique, ça fout en l'air votre machine. Donc, c'est pas souhaitable de se placer vraiment juste en limite de la limite élastique. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé ce concept de coefficient de sécurité qui dit, on n'a pas envie de risquer de passer au-dessus. Donc, pour être sûr de ne pas passer au-dessus, on va se mettre bien en dessous. Et de combien est-ce qu'on va se mettre en dessous ? On compte. Alors là, ça doit valoir à peu près 3. C'est-à-dire, si j'augmente ce RPE de 3, hop, on arrive sur le RE. Donc ça veut dire que là, on a mis un RPE avec un coefficient de sécurité de 3. C'est-à-dire que on se fixe une limite arbitraire où on se dit notre contrainte,
elle ne doit pas dépasser ce RPE de telle manière que, comme ça, on est sûr que ça ne dépassera pas RE. Alors le coefficient de sécurité, forcément, il dépend du domaine d'application. Ça va pas être le même dans une fusée où c'est compliqué enfin, ça coûte cher et c'est compliqué d'augmenter les sections. Parce que il faut de la matière pour augmenter les sections, du coup c'est du poids, et pour mettre ça dans une fusée, ben, c'est compliqué. Par contre, si on est si on est sur une grue de chantier, bon ben c'est pas très grave s'il y a si l'élingue qui porte une charge elle est plus lourde, ma foi c'est pas très grave. Voilà, donc il faut prendre en compte les différentes contraintes de chaque domaine pour obtenir le coefficient de sécurité. Voilà. Je présente maintenant la dernière feuille les deux dernières feuilles de votre cours. J'espère que j'ai rien oublié. Bon, on verra ça plus tard. Si, je vais peut-être rajouter un truc. Ce truc, c'est pour le cisaillement, la condition de résistance. Souvent, alors déjà, ici, en traction, c'est par rapport à RE qu'on réfléchit. Pour le cisaillement, c'est par rapport à REG, limite élastique au glissement. Et pour, on va dire pour les aciers qu'on considère, cette limite élastique au glissement, c'est la moitié de la limite élastique. Voilà, sauf indication contraire. Et donc ça, c'est une première subtilité. La deuxième subtilité se trouve ici. Donc on a la résistance pratique au glissement qui est égale à la limite élastique au glissement divisé par le coefficient de sécurité. Tac tac. Non, c'est pas là. Excusez-moi, c'est pas là la subtilité. La subtilité se trouve ici. Voilà, je me suis trompé de S. Faites attention de votre côté à pas vous tromper de S. Il y en a un qui veut dire la section qui résiste à l'effort et l'autre qui veut dire le coefficient de sécurité. Moi, généralement, le coefficient de sécurité, je l'écris comme ça. Avec un S minuscule, comme ça. Bon. Donc, pour la section qui résiste à l'effort, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Dans ce cas de figure-là, la section qui résiste à l'effort, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est le disque, comme ça. C'est la surface du disque, pi fois r au carré, qui résiste à cet effort T. Simplement, c'est assez rare qu'on ait cette configuration-là avec un effort ici et un effort là. Généralement, ce qu'on a, et c'est ce qu'on va voir dans l'exercice suivant, c'est un montage en chape avec une partie centrale qui appuie dans un sens et les parties extérieures qui appuient dans l'autre sens. Et du coup, si on va jusqu'à casser notre pièce, notre axe, eh bien, ça va casser ici et ici. Du coup, les sections qui résistent à notre effort, et pour calculer la contrainte taux de cisaillement, on va écrire que c'est T divisé par S. T, c'est là. Alors, T sur 2, plutôt ici. Voilà. Et S, c'est 2 fois le pi fois r au carré. Il faut casser 2 fois notre axe pour que ça casse. Ok, voilà. Voilà. Donc je vais maintenant présenter la dernière feuille, les deux dernières feuilles. Ici, étant donné qu'on fait ni torsion ni flexion, ça va pas nous être bien utile. Ce qui va nous être utile, c'est cette petite bibliothèque. Alors, je vais essayer de bien l'afficher, voilà. Cette petite bibliothèque de matériaux où on vous donne pour chaque matériau, par exemple S185, on vous donne le RR, la résistance à la rupture, et le RE, donc 290 en RR, 185 en RE. Voilà, il y en a pas mal ici, et puis il y en a aussi des qui sont alliés. Par exemple, le 35CR-MO4, il a un RR de 980 et un RE de 770, donc mégapascal à chaque fois. Voilà, merci bien.